Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, nous parlons des conséquences de la crise pour les travailleurs de plateforme. Nous sommes avec un sociologue, il est professeur à Télécom Paris, Institut Polytech de Paris et chercheur associé à l'EHESS. Il a publié l'an dernier En attendant les robots, enquête sur le travail du clic aux éditions du Seuil. Bonjour Antonio Casilli. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer par définir cette notion? Qu'appelez-vous les travailleurs de plateforme? Les travailleurs des plateformes sont des personnes qui sont recrutées, et je précise recrutées parce qu'il ne s'agit pas toujours de personnes employées, par des entités de type nouveau. Donc des plateformes sont un peu des entreprises et un peu des marchés, sont des hybrides entre les deux, et surtout elles s'organisent comme des écosystèmes dans lesquels elles coordonnent énormément de sujets, des fournisseurs, des services, comme par exemple les services de paiement, mais aussi des personnes qui fournissent un type de service particulier qui est vraiment le travail des plateformes. Pensez par exemple à Foodora. Voilà, Foodora n'existe plus. Deliveroo ou Glovo, c'est des plateformes de livraison de nourriture, et dans ce contexte, vous avez des restaurateurs, vous avez des mangeurs, donc les consommateurs, et vous avez aussi des livreurs. Donc ça, c'est trois catégories qui doivent être coordonnées. Grâce à quoi? Surtout à ce qu'on appelle un appariement algorithmique, c'est-à-dire on met en place des modèles mathématiques, des algorithmes, qui donc sont capables de mettre en communication en temps réel et en plus d'établir les prix que chacun de ces acteurs économiques paye, et parfois c'est des rémunérations. Alors, quand on a ce type de rémunération, on devient de fait travailleur des plateformes. Et après, il faut préciser que ces plateformes doivent arriver à parcelliser, à morceler, à atomiser les activités humaines jusqu'à les réduire à leur unité la plus petite et la plus simple. Et cette unité la plus petite et la plus simple est souvent celle du clic. Clique sur un clavier, clique sur une souris ou sur un écran. Pensez par exemple à un chauffeur Uber, il passe un temps important devant son volant en train de conduire, mais il est aussi et surtout un producteur de données sur l'application de Uber même. Et donc de ce point de vue-là, il est un travailleur du clic comme des tas d'autres personnes et des tas d'autres travailleurs qui sont recrutés par contre pour réaliser des tâches de type complètement différent. Et donc parmi les travailleurs des plateformes, on retrouve autant des personnes qui réalisent des activités physiques, visibles, tangibles, donc par exemple conduire ou livrer, que des personnes qui réalisent des activités qu'on a longtemps définies comme immatérielles, comme par exemple voilà, la production de données, l'amélioration de contenu, le filtrage d'informations et ainsi de suite. Les modérateurs de plateformes sur Internet, les modérateurs de commentaires, c'est à ça que vous pensez? C'est par exemple ça, oui. Alors avec le reconfinement, on parle de nouveau du télétravail, mais cette option ne concerne que 25% des salariés en France. Alors parmi ceux qui doivent continuer à se rendre au travail, il y a notamment ces travailleurs de plateformes numériques. Est-ce qu'ils ont été plus exposés et donc plus touchés par le virus? Et est-ce qu'ils ont subi des pertes de revenus? Alors, ils ont été plus exposés dans la mesure où certaines catégories de ces travailleurs des plateformes, je pense voilà justement aux travailleurs de la logistique, ceux qui assurent des services de transport, de livraison, ils réalisent des activités qui impliquent une certaine proximité avec d'autres êtres humains et donc les exposent parfois à des risques de contamination, un risque d'infection. Alors après, leur situation a été un peu mitigée, améliorée par des dispositions prises par les plateformes mêmes. Par exemple, les plateformes aujourd'hui, au bout de 2 confinements et de plusieurs mois de pandémie, fournissent assez régulièrement du gel hydroalcoolique, des masques, des gants à ces livreurs, mais ceci ne s'est pas fait de manière spontanée. Les plateformes ont dû être obligées par des décisions de justice à mettre en place ces mesures. Et après, évidemment, il y a toute une question qui reste ouverte, qui est celle
celle de l'assurance maladie et de l'accès à un certain nombre de services de protection sociale et sanitaire. Si vous êtes un livreur ou un chauffeur et vous devez rester plusieurs jours chez vous parce que vous êtes devenu un cas contact ou que vous êtes devenu positif, et bien là vous avez un problème à justifier vis-à-vis de votre plateforme que votre manque d'activité est lié à un problème de santé et finalement vous n'avez aucune certitude de pouvoir gagner de l'argent parce que vous êtes payé finalement à la mission ou plutôt à la tâche. Et après, il y a des situations qui deviennent encore plus compliquées pour ces travailleurs, parce que ces travailleurs, en réalité, non seulement ils sont payés à la tâche, dans la plupart des cas, mais en plus, ils sont en concurrence les uns avec les autres. Depuis le début de la pandémie, partout dans le monde, on assiste à une augmentation vraiment remarquable. Pour certaines plateformes, c'est 30% plus en termes d'effectifs, de personnes qui sont les nouveaux inscrits. Hein. Donc, c'est des plateformes autant de livraison que des plateformes, par exemple, de micro-travail. Et là, face à cette augmentation de l'offre de travail, on a par contre une diminution des rémunérations parce que vous avez plus de monde qui est prêt à travailler pour moins d'argent. Et ceci provoque après aussi des explosions de conflictualité. Donc il y a eu des grèves des livreurs depuis le mois de mars partout dans le monde, surtout dans le monde hispanophone, de manière assez significative, mais aussi d'autres plateformes, par exemple aux États-Unis, on fait grève. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus visible. Donc, mais c'est aussi une prise de conscience que j'hésite à définir conscience de classe, mais certainement une prise de conscience du fait qu'il y a une partie importante de la force de travail qui passe désormais par les plateformes, du moins en ligne de tendance. Alors, est-ce que ça les pousse à s'organiser? Et si oui, comment est-ce que ces travailleurs de plateforme s'organisent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une continuité avec des formes d'organisation qui préexistaient. Soyons clairs, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'improvise syndicaliste ou qu'on s'organise. Depuis de 2016, en réalité, on assiste à la création de services pour aider les travailleurs des plateformes. Le syndicat allemand IG Metall, en 2016, avait lancé My Fair Crowdwork, qui était une plateforme pour les travailleurs des plateformes. Et ensuite, ils ont été particulièrement efficaces, les Allemands toujours, dans l'organisation, par exemple, de campagnes syndicales pour la protection de travailleurs des plateformes, mais des plus disparates. Par exemple, récemment, il y avait eu une action particulièrement intéressante de syndicalisation des youtubeurs allemands. En France, la situation, en réalité, est assez cohérente avec le reste du monde. Les syndicats sont particulièrement actifs. Et après, il y a aussi des revendications et des luttes qui passent par les tribunaux. La Cour de cassation de Paris a pris une décision vraiment importante le mois de février 2020 qui concerne les travailleurs de Uber, lesquels sont de fait assimilés désormais à des travailleurs dépendants. Les mêmes travailleurs, donc les chauffeurs de Uber, ont aussi saisi la CNIL pour récupérer leurs données et pour arriver à déchiffrer, voire à décoder l'algorithme même, donc l'algorithme de tarification dynamique de cette plateforme de VTC. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant qui commence aussi à nous faire comprendre que les activités et les luttes, les activités syndicales et les luttes ne s'organisent pas exclusivement autour de la partie visible de ce travail des plateformes, donc le fait de conduire, le fait de livrer, mais aussi de la partie submergée parce qu'elle est gérée dans des data centers et dans des serveurs éloignés. Donc, effectivement, le fait de se concentrer sur les données permet de créer des passerelles entre les travailleurs visibles des plateformes et ceux qui sont vraiment invisibles parce qu'ils sont éloignés. Là, je pense typiquement aux micro-travailleurs. Et les micro-travailleurs même ont eu en France une victoire inattendue lorsque, au début de 2020, un tribunal a condamné l'une de ces plateformes de micro-travail qui s'appelle Click and Walk à requalifier ces travailleurs en salariés. Là, on se retrouve face à une reconnaissance non seulement de l'importance de ce travail, mais aussi à une exigence de pouvoir commencer à estimer la taille de cette
cette force de travail. Nous, l'année passée, on avait produit une estimation du nombre de personnes qui micro-travaillent. C'est pas de tous les travailleurs des plateformes, mais de ceux qui réalisent cette activité-là. Et en France, on avait estimé 260 000 micro-travailleurs occasionnels. Quelques mois après, donc lors de la condamnation de cette plateforme Click and Walk, à elle seule, elle déclarait 700 000 micro-travailleurs. Or, visiblement, c'était une exagération pour attirer des investisseurs, mais là, on commence effectivement à s'interroger sur la taille véritable de cette force de travail, laquelle taille n'est pas anecdotique à ce point-là. Et on voit comment le monde du travail est en train de se transformer sous nos yeux. Merci beaucoup Antonio Casilli pour votre expertise. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.